Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Culture Mag, votre voyage à travers les arts et le lifestyle. Aujourd'hui, nous recevrons Jérémy Seban, écrivain et plume de Manuel Valls. Il a sorti son premier roman, Après quoi on court, véritable succès critique. Puis nous irons à Sarajevo où le Festival international du cinéma célèbre ses 20 ans. Enfin, bientôt la fin des humains, place aux robots. La science-fiction devient réalité dans un restaurant chinois. Tout ça et bien plus, c'est tout de suite dans le Culture Mag. Notre invité du jour, Jérémy Seban, bonjour. Vous êtes un jeune écrivain et conseiller politique. Vous avez sorti votre premier roman, Après quoi on court. C'est aux éditions MA, une tragicomédie moderne extrêmement bien accueillie par la critique. Alors, racontez-nous un petit peu de quoi ça parle. Eh bien, Après quoi on court, donc c'est 4 personnages qui parlent les uns après les autres, qui parlent au lecteur. Finalement, le lecteur est un peu le 5e personnage du roman. Et donc, c'est 2 filles, 2 garçons. Et l'histoire, c'est une fille qui aime un garçon, qui aime un garçon, qui aime une fille. Alors, forcément, c'est pas très facile à vivre, mais on les suit de 15 à 25 ans, pendant 10 ans, pendant toutes les années 2000. Et ils racontent évidemment leur peine de cœur, leur capacité à grandir ou non, à devenir autonome, mais il y a aussi tous les petits et grands événements des années 2000 qui passent derrière eux. Je pense au 11 septembre, à la seconde intifada, et puis à des choses plus légères, la Star Academy, Britney Spears, ce qu'on aime quand on a 15 ans. Donc c'est un roman qui est narré à 4 voix. Pourquoi vous avez choisi ce style littéraire ? J'aime bien l'idée que les personnages puissent parler directement au lecteur. Je trouve qu'il y a quelque chose de ce novateur, d'assez sympathique. Et puis je trouve que c'était plutôt pas mal que le lecteur puisse se faire son opinion sur cette histoire en se disant celle-là je l'aime bien ou celle-là je l'aime pas du tout. Et donc le fait que les personnages parlent au lecteur faisait qu'on rentrait dans leur psychologie peut-être plus facilement. Alors, je lis sur la couverture le roman amoureux d'une génération. C'est donc un constat de la génération 2000, comme vous l'avez dit. C'était important pour vous d'inclure dans ce roman les relations hétérosexuelles et les relations homosexuelles au même niveau ? Oui, bien sûr. Finalement, c'est même pas un thème du roman parce que les choses, elles sont assez naturelles dans cette histoire. Une fille qui désire un garçon qui désire un garçon, etc. Les relations sont traitées de la même manière, avec parfois beaucoup de violence, avec aussi beaucoup d'amour, mais tout est évidemment raconté de la même façon. Dans ce livre, donc on parle encore, le roman amoureux d'une génération. Pourtant, le livre se passe dans le microcosme de la communauté juive française. Ça représente la société française dans son ensemble ? Non, je pense que c'est pas ni un livre gay ni un livre juif. C'est vraiment une tranche de vie sur les années 2000. Et c'est vrai que mes personnages, finalement, j'ai voulu les mettre dans un univers un peu clos, parce que mes personnages, finalement, pour pouvoir se distancer ou pour pouvoir pleinement assumer leurs identités, ont besoin d'être dans un univers un peu fermé. Et donc, finalement, c'était la communauté que je connaissais un peu le mieux quand même, la communauté juive, et je trouve que c'était finalement assez sain de voir que les questionnements qui se posent sont évidemment les mêmes que celles de toute la société française, évidemment. Vous êtes en tout cas encensé par la critique française. Vous-même, vous avez fait Sciences Po Paris, vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, conseiller politique, vous étiez l'une des plumes de Manuel Valls et de Fleur Pellerin. Votre histoire fait tout de suite penser au film Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier. Est-ce que vous identifiez à ce personnage que jouait Thierry Lhermitte ? C'est Raphaël Persona et Thierry Lhermitte, c'était le ministre, et j'avais beaucoup aimé ce film. Et puis c'est vrai que finalement la fonction de plume est assez stimulante intellectuellement, mais aussi il y a une petite dose de frustration, on le voit d'ailleurs très bien dans ce film, et je trouvais que c'était évidemment très très bien raconté. On parle de cinéma, j'ai entendu, mon petit doigt m'a dit que ce livre allait être adapté sur grand écran. Est-ce que vous avez des acteurs en tête qui pourraient incarner les personnages ? Oui, ça c'est les prods ou les réalisateurs qui choisiront, mais il y a des comédiens que j'aime beaucoup, avec lesquels j'aimerais travailler. Je pense à Pierre Ninet, à Félix Moati, à Pio Marmaille, à des jeunes comédiens comme ça. Alors pour les femmes, il y a des jeunes filles que j'aime bien, comme Marine Vact, Adèle Haenel, une jeune fille qui s'appelle Tania Matouk. Enfin, il y a beaucoup de comédiens avec lesquels j'aimerais travailler, bien sûr. Et quand vous l'écriviez, ce livre, vous aviez déjà l'idée de... Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que le roman est assez visuel, c'est-à-dire qu'on a presque immédiatement en tête des images, et quand j'ai écrit ce roman, je pensais évidemment aussi au film qu'il pourrait donner, et donc je suis évidemment très, très heureux que ce roman ait donné des idées à des producteurs et des réalisateurs. Et alors comment vous avez concilié rhétorique et style de fiction finalement ?
Moi, je voulais raconter des histoires d'amour très contemporaines, donc là, c'est le cas, et j'avais envie que finalement, on suive ces personnages et on grandisse avec eux, et donc j'ai l'impression finalement que, c'est ce que me disent beaucoup de gens qui m'écrivent en me parlant de ce roman, que finalement, ils sont presque devenus amis avec ces personnages, et que... ils se reconnaissent en eux. Ils se reconnaissent évidemment en eux, bien sûr. Voilà, donc Après quoi on court, Jérémy Seban, c'est aux éditions MA. Je vous le conseille vivement, comme beaucoup d'autres journaux français. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous. Sarajevo, cette ville est tristement célèbre pour avoir été assiégée pendant la guerre avec la Yougoslavie dans les années 90. C'est aussi pendant cette période qu'est né le Festival international du cinéma, un festival qui marque cette année sa 20e édition et qui continue de grandir. C'est un récit de Daniel Campos et David Gomba. Créé comme un symbole de résistance au siège de la ville pendant la guerre de Bosnie entre 1992 et 1995, le Festival du cinéma de Sarajevo s'est ouvert ce week-end et célèbre sa 20e édition. Mirsad Pourivatra, fondateur et directeur du festival, a déclaré que la vision et l'ambition du festival est maintenant de dénicher les jeunes talents des Balkans et d'Europe. Cette année, avec 247 films de 60 pays différents projetés, le festival offre la plus large programmation de son histoire. Parmi ceux-ci, 9 longs métrages sont en compétition pour remporter le prix intitulé « Le cœur de Sarajevo ». Doté de 16 000 €, il est décerné par un jury présidé par le célèbre réalisateur hongrois Béla Tarr. Un jury qui inclut aussi l'actrice oscarisée Melissa Leo et Chris Dercon, le directeur du musée londonien Tate Modern. Les fans du 7e art pourront assister à la projection du film anthologique présenté à Cannes en mai dernier, Les ponts de Sarajevo. Réalisé par 13 cinéastes européens, ce film raconte l'histoire des conflits ayant déchiré les Balkans au cours du XXe siècle. Et en invité d'honneur pour la cérémonie d'ouverture, le réalisateur mexicain Gael García Bernal. Lorsque nous avons fait ce film, je dois dire qu'on n'avait même pas à l'esprit qu'un jour on allait le montrer ici. 16 ans plus tard, avec le directeur du festival, Mirsad, et tout ce beau public, je vous remercie beaucoup. Je suis très, très ravi. Les organisateurs s'apprêtent à accueillir 100 000 visiteurs. Près de 2 décennies se sont écoulées depuis la fin du conflit à Sarajevo, mais les douloureux souvenirs peinent à disparaître. En dépit de cette tragédie, ce festival symbolise et continue de symboliser l'espoir et encourage la créativité pour ne jamais cesser de faire rêver. La bière artisanale est mise à l'honneur au Festival de la bière de Londres. Alors que certains pubs anglais se voient disparaître au fil des années, les Britanniques ont choisi d'honorer comme il se doit la boisson locale en musique et même pour certains en tenue typiquement british. Charlotte Attal. Londoniens et passionnés de bière vont être ravis. Qu'elle soit brune ou blonde, bienvenue au London Craft Beer Festival. L'Olympia de Londres accueille pour sa 4e édition son festival de la bière artisanale. Pendant 5 jours, 24 brasseries se réunissent pour former un pub gigantesque avec près de 500 sortes de bières, locales comme internationales. Le tout accompagné de concerts live et de nourriture locale. Un événement qui affole aussi bien les amateurs que les amatrices. Traditionnellement, ce n'est pas très bien vu pour une femme de boire une pinte. Les femmes boivent plutôt un verre de vin, et c'est associé à l'idée d'avoir un gros ventre et un crâne chauve. Et pourtant, la bière est unisexe. Appréciée des hommes comme des femmes, ce festival accueille plus de 55 000 visiteurs avec des bières artisanales mises à l'honneur. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps, en particulier à Londres. C'est très tendance et ce que veulent les gens, c'est quelque chose qui vient de quelque part. Il y a des boulangers et fromagers locaux et là c'est exactement la même chose. Les gens veulent savoir ce qu'ils achètent et d'où cela provient. Car aussi populaires soient-elles, les bières traditionnelles peuvent parfois perdre de leur authenticité et sont remplacées par des productions indépendantes. Je ne sais pas si c'est une tendance ou non. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui aiment la bonne bière. Une bonne bière est une bonne bière, d'où qu'elle vienne et qu'elle soit produite par une grosse brasserie ou un petit indépendant. Malgré l'engouement que portent les Anglais à leur boisson locale, les pubs britanniques ont tendance à disparaître.
Selon l'organisation indépendante de consommateurs de bière artisanale au Royaume-Uni, le nombre de pubs poussés à mettre la clé sous la porte augmente chaque année. En 2013, ils étaient 26 par semaine à fermer leur entreprise. Cette année, le chiffre augmente encore avec environ 31 pubs par semaine qui déposent le bilan. De quoi profiter de ce festival à environ 12 € l'entrée pour un service illimité. Cheers. À boire avec modération, bien évidemment. Que diriez-vous si un robot vous servait votre repas? C'est original, certes, mais c'est la nouvelle tendance des restaurants chinois. On ne peut pas parler de haute gastronomie, mais c'est un fast-food local où des machines futuristes savent faire en cuisine comme à l'accueil. Charlotte Attal. Et si les robots remplaçaient les humains? C'est désormais le cas dans ce restaurant chinois. Situé dans la ville de Kunshan, ce nouveau lieu tout particulier ne bénéficie pas d'employés comme les autres. Dans cette enseigne de la province du Jiangsu, des robots accueillent, cuisinent et servent les clients. Ici, pas de haute gastronomie, mais un fast-food local où sont servis des plats emblématiques de la culture régionale pour 10 $ le plat. Nouilles, riz, raviolis et bols de soupe sont conçus par une vingtaine de robots. Ayant intégré un certain nombre de recettes, ils sont approvisionnés en ingrédients par une poignée d'employés humains, lesquels s'occupent également de préparer des plats plus sophistiqués. Cette ingénieuse idée vient d'une compagnie chinoise, la Harbin Aoai Robot Company, qui a conçu et construit ces androïdes. Chaque robot coûterait environ 4 860 € au fondateur de l'établissement Yu Gangsong. Un coût qui équivaut à un salaire annuel d'un employé en chair et en os. Un plan marketing brillant et rentable puisque son restaurant suscite l'attention des médias internationaux et satisfait tous les clients, aussi bien les grands que les petits. Ce concept aux visées futuristes n'est cependant pas le premier de ce genre en Chine. Dans le nord-est du pays, près de la ville de Harbin, un restaurant robotique existe déjà depuis 2012. Reste à voir si cette tendance promet la même qualité qu'un restaurant traditionnel. Et qui se cache derrière cette jolie voix? C'est vous, Charlotte Attal, bonjour. Vous venez nous parler d'un sujet un petit peu moins léger, quand les artistes prennent position pour les droits des femmes, puisqu'il y a plein de campagnes préventives qui illustrent les violences conjugales, le viol, l'inceste. Justement, parlez-nous un petit peu plus de ces campagnes. Généralement, les artistes se réunissent pour prendre parti pour une cause. Et là, dernièrement, une séance photo a fait polémique puisqu'elle ne visait aucune campagne préventive. Elle a été faite par un photographe indien qui s'appelle Raj Shetty, qui a choisi en fait de réaliser une séance photo basée sur le viol d'une jeune indienne qui a été violée par 6 hommes dans un bus en 2012 à New Delhi. Donc, la séance photo a été jugée très déplacée et choquante, même si on voit sur les images que ça reste un shooting glamour, un shooting de mode, puisque c'est un photographe de mode, mais le photographe a rapidement retiré cette séance photo de son portfolio. Donc là, en l'occurrence, c'était pas du tout une campagne préventive. Cette année, on a vu quand même pas mal d'artistes qui militaient contre les violences faites aux femmes. Pas mal d'artistes qui militaient, dont une trentaine d'artistes qui ont posé le visage abîmé pour le projet La Valse de Marie-Laure. Donc c'est un projet qui est fait pour illustrer les violences conjugales, un projet dirigé par Ina Modja, chanteuse et comédienne, qui réunissait Alain Chamfort, Élodie Frégé, le comédien et humoriste Jérémy Ferrari. Ina Modja s'est accompagnée d'un producteur et d'un réalisateur pour réaliser un court-métrage et un clip vidéo. Elle en a même fait la musique et elle apparaît dans ce clip puisqu'elle-même étant enfant, elle a été victime de violences. Justement, on va le regarder tout de suite ce clip. À la fin de ce triste jeu, il sera bien miséreux. Sa poupée de cire, poupée de sang, n'est plus de ce monde, n'est plus de ce monde. De corps à corps, encore et encore, c'est la valse de Marie-Laure. De corps à corps, encore et encore, c'est le sort de Marie-Laure. Les jeux de main sont des jeux de vilains. Alors bas les pattes, tu feras moins le malin. Si tu touches à ma belle, je te couperai la main. Je te couperai la main. Voilà, la valse de Marie-Laure jouée par Karina Butt et Valérie Bou. Daniel Craig aussi avait défendu la cause féminine le jour de la journée de la femme. Il y a quelques années, c'était en 2011, Daniel Craig s'était en effet déguisé en femme le temps d'un court-métrage réalisé par Sam Taylor-Wood. On voyait l'acteur arborer une robe, des talons aiguilles et une perruque blonde, toujours pour coïncider avec la journée de la femme et mettre l'accent sur les droits des femmes. À la même époque, les Nations Unies
avait lancé un concours qui réunissait une trentaine de designers venus de pays différents. Un concours dont le slogan était « Violence is not always visible ». La violence n'est pas toujours visible. Et on y voyait des affiches assez explicites qui avaient fait pas mal de bruit à l'époque. Et donc cette année, c'est Disney qui a été détourné. Disney a été détourné par l'artiste graphiste Saint-Ox, donc une artiste qui vient du Moyen-Orient. Elle a choisi de faire une campagne préventive avec les stars de Disney pour inciter les plus jeunes à sortir de leur silence. La campagne s'appelle Princess Diaries et on y voit les princesses de Disney se faire embrasser de force par leur père. Le slogan, c'est bien 46% des mineurs violés sont victimes de membres de leur famille. Il n'est jamais trop tard pour parler de votre agression. Elle s'est également servi des princesses de Disney pour parler des violences domestiques. Oui, parce qu'au départ, on parlait... Je suis désolée de vous couper, Charlotte Attal. On doit se quitter sur cette note. On va se laisser avec le clip de la valse de Marie-Laure. L'info continue. Bon retour sur la planète Terre.